Merci beaucoup, M. Keda, pour cette présentation. Donc, comme il l'a dit, il travaille au département de géologie chez nous, c'est qui font les techniciens sur le terrain, c'est qui font le fourrage, c'est qui font le synchronage. Mais il s'intéresse beaucoup à tout ce qui est gestion, à tout ce qui est contrôle, finance. Donc, c'est la deuxième formation à laquelle il participe. Il a suivi la formation de sponsor. Il vient s'intéresser aussi à cette formation de contrôle de gestion. Donc, c'est très important que les techniciens aussi, les opérationnels s'intéressent à la finance. Parce que c'est un jour, c'est eux qui vont m'intéresser. Donc, quand ils ont des notions de contrôle de finance, c'est très important. Ils savent bien, ils sauront bien gérer plus d'un background technique et d'ingénierie. Ça pourra beaucoup aider les entreprises. Donc, merci beaucoup aux deux nouvelles personnes. Donc, la formation va porter essentiellement pour les nouveaux sur le contrôle de gestion et tableau de bord. On avait parlé essentiellement la dernière fois. Donc, il est de coutume aussi, chaque fois qu'on commence par un point de sécurité. La dernière fois, on avait parlé de l'inondation, mais aujourd'hui, on va essentiellement parler du sport. Pourquoi le sport est bon pour la santé? Il est toujours important de faire au moins 2 à 3 fois 2 séances ou 3 séances de sport par semaine. C'est très important pour notre santé et ça peut vraiment nous aider à être en forme au travail, à être vraiment actifs et à prévenir des maladies cardiaques. Actuellement, on voit des jeunes, on attend seulement ils ont fait d'autres crises cardiaques. Donc, on ne fait pas de sport, on s'est mis à la vie occidentale, on voit beaucoup de jus, des jus orange, des fast-food. Donc, et si on mange beaucoup ça, il faut faire du sport pour se prévenir des maladies cardiovasculaires. Donc, c'est le point de sécurité que j'ai partagé avec vous. Là, si une autre personne avait un point de sécurité aussi, elle peut partager. C'est bon? OK. Donc, pour les nouveaux, on a commencé déjà l'introduction, le module 1. Le module 2, c'est sur la méthode de calcul de coût. Le module 3, les tableaux de bord. Le module 4, le processus budgétaire. Et le module 5, le système d'information. Donc, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Vous allez vous voir après, il y a tout le syllabus. Donc, la dernière fois, on avait juste commencé par l'introduction, on avait commencé à définir les différentes notions. C'est quoi l'origine de la comptabilité générale? C'est quoi l'origine des calculs de coûts? On a tracé un peu l'historique de tous ces éléments. Qu'est-ce qui nous a amené au calcul de coûts? Au début, il n'y avait pas, l'offre était supérieure, la demande était supérieure à l'offre, il n'y avait pas assez d'offres. Donc, les gens imposaient le prix qu'ils voulaient. Mais une fois que l'offre est supérieure à la demande, la concurrence devient rude, donc il faut commencer à calculer le coût, à s'intéresser au calcul des coûts. Si je suis seul ici, je suis le seul à fournir cette salle en location dans la ville de Conakry, je vais fixer le prix que je veux. Mais une fois qu'on est nombreux, chacun va commencer vraiment à s'intéresser au calcul de coût, à voir l'investissement que j'ai fait, et comment je peux vraiment réduire ma coût pour que je puisse proposer des meilleurs prix. C'est ça qui a révélé à la méthode de calcul de coût et à mettre en place aussi les outils, les tableaux de bord, les différents éléments de management. On avait également défini la stratégie, parce que c'est important, c'est un cours de contrôle de gestion, mais vous allez voir que le contrôleur de gestion, c'est quelqu'un qui est au niveau stratégique. Il est tout là à côté des directeurs techniques, de la direction générale et du conseil d'administration. Donc, il participe vraiment à la stratégie. Donc, c'est important de commencer toujours par la stratégie, avant de commencer par les calculs. Donc, on avait défini la stratégie, on avait défini ce qu'est la stratégie, gagner des parts de marché, gagner des nouveaux, gagner sur nos concurrents. On avait parlé d'indicateurs de pilotage, d'indicateurs de performance. Donc, toutes ces notions-là, c'est des petites notions qui sont importantes à savoir. On
On avait également parlé de plan stratégique, plan opérationnel, budget. On avait dit que le plan stratégique, c'est sur 2 à 3 ans. Le budget, c'est 1 année. Le plan opérationnel, c'est 2 à 3 ans. Donc, tout ce qu'on fait dans l'entreprise, il faut qu'on se mette sur le long terme et sur le court terme. On avait également parlé de l'analyse SOT, où on parle de force, faiblesse, opportunité, menace. Donc, cette analyse, on peut la faire sur nous-mêmes. Si je suis au travail, je me dis, OK, c'est quoi ma force au travail aujourd'hui? Qu'est-ce que je maîtrise? Je suis bon en analyse, je sais que je suis bon en Excel. C'est quoi mes faiblesses? Je ne suis pas assez bilingue, parfaitement bilingue. Donc, c'est une faiblesse pour moi. Je suis dans une entreprise anglo-saxonne, donc je suis parfaitement bilingue. Ça, je sais, je peux chercher comment améliorer. Les opportunités aussi, je suis dans un grand groupe, je peux aller chercher un poste à l'international. Les menaces, si je me couche sur mes lauriers, c'est des jeunes qui sont là, qui vont prendre la place, pour des nouvelles personnes qui vont rentrer. La même analyse peut s'appliquer pour toutes les types d'entreprises, pour notre famille, pour nos enfants, pour nos soeurs, ainsi de suite. Donc, on avait dit que les forces et les faiblesses, c'est interne à nous. La force dépend de moi. C'est moi qui travaille pour que je puisse comprendre quelque chose. Il faut que j'achète des livres, je lis, je m'exerce. Mes faiblesses aussi dépendent de moi. Je ne vais pas dire non, c'est une autre personne, non. Mais ce qui est externe et les menaces, ça ne dépend pas de moi. Les opportunités et les menaces, ça c'est dans mon environnement. C'est à moi juste de les capter et de les savoir les lire. Mais ça ne dépend pas de moi. Je peux mettre juste des moyens pour les pallier ou bien pour les atténuer. Mais je ne peux rien faire. Je suis quoi? Je ne peux pas dire, j'ai fait la salle, je ne peux pas dire à un autre concurrent de ne pas faire la même salle. Je n'ai aucun moyen de l'interdire. Je ne suis pas l'État. Donc, on avait parlé aussi des DAS, domaine d'activité stratégique. C'est une analyse de la matrice BCG, Boston Consulting Group. C'est un cabinet de consulting aux États-Unis qui a travaillé beaucoup avec les grosses structures. Et ce qu'ils font, les grosses structures généralement ont plusieurs types d'activités, c'est-à-dire ils sont dans plusieurs branches d'activités. Et cette analyse va permettre de catégoriser les activités, c'est-à-dire en 4 grandes catégories, la vache laitière, les poivrons, les dilemmes, les étoiles. Donc, il est important de savoir notre activité se trouve dans quelle catégorie. En fonction de cette catégorie, maintenant, on peut appliquer les mesures qui peuvent bien m'aider. Si je suis au niveau de la vache laitière, là c'est bon, je ne vais pas faire assez de publicité, je ne vais pas faire assez de recherche, là je vais juste chercher à maintenir mon produit pour que je puisse vendre assez. Si je suis au niveau du dilemme ou au niveau des étoiles, là, les parts de marché sont relativement fortes et la concurrence aussi est forte. Donc, c'est de faire ces petites analyses chaque fois qu'on a. Donc, on voit toutes ces notions-là, c'est pour que vous ayez une vision globale. Le jour que vous êtes dans des grosses structures ou que vous êtes dans une entreprise où il y a beaucoup d'activités, là, vous pouvez voir la vision, l'importance de ça. Mais quand on est dans une petite structure, là, c'est difficile de voir. On a parlé aussi des forces concurrentielles de Porter. Porter est un auteur américain qui a travaillé aussi beaucoup sur la notion de gestion. Donc, il a essayé d'apporter sa part de contribution à la matrice PCG, c'est-à-dire en ajoutant d'autres nouveaux éléments. Il va apporter l'analyse sur les nouveaux entrants, c'est-à-dire si on prend un secteur d'activité précis, quels sont les nouveaux entrants de cette activité. Ça va être, par exemple, si on prend le transfert d'argent, on va analyser, on va dire quels sont les nouveaux entrants, quels sont les nouveaux qui sont rentrés sur le marché. Quel est le pouvoir de négociation des clients? Nous qui faisons Orange Money, est-ce qu'on est fort par rapport à Orange Money ou est-ce que Orange Money qui nous implique impose son pouvoir? Qui est fort entre nous deux? Est-ce que les fournisseurs d'Orange Money ou les distributeurs d'Orange Money ont assez de pouvoir par rapport à Orange Money? Donc, les produits de substitution, si je ne veux pas faire Orange Money aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire à la place? Est-ce que je peux faire RIA, ou bien Yamo, ou bien
5 vidéos, un truc comme ça. Est-ce que j'ai des produits de substitution? Donc, l'intensité concurrentielle aussi. Est-ce que dans ce secteur d'activité, est-ce qu'il y a assez d'intensité? Est-ce que la concurrence est vue? Si on prend par exemple les mototaxis, à Conakry, c'est vraiment vu parce qu'il y a assez dans chaque carrefour, il y a un mototaxi qui est arrêté là. Donc, est-ce que chacun trouve son compte? Bon, ils sont là pour l'instant, donc chacun trouve son compte. Le groupe qui ne vont pas trouver leur compte pour cette activité. Donc, les pouvoirs publics, est-ce que les pouvoirs publics, est-ce que l'État a un pouvoir sur cette activité? Est-ce que décisionnel, est-ce qu'il peut imposer des trucs? Tout ça, c'est des analyses qui sont importantes à faire. Des questions, des suggestions, des commentaires? C'est bon? Ceux qui sont en ligne, c'est bon? Donc, pour les anciens, c'est juste une répétition, mais c'est important qu'on revienne dessus pour les nouveaux, comme cela. Après, il y aura plus de nouvelles personnes. Après, on a parlé également du cycle de vie d'un produit. Donc, on a dit que c'est comme le cycle de vie d'une personne. On est, on apprend, on travaille, on est au sommet de notre carrière, on donne, on dispatche notre connaissance. Après, on commence à dépasser. Même si on est bon, on est truc, les gens vont trop nous attendre. Monsieur, vraiment, c'est pas maintenant quoi. C'est comme les politiciens. Après, maintenant, on déclare et un jour, on meurt. Le produit aussi, c'est toujours comme ça. Mais pour le cadre du produit, on l'a subdivisé en 4 phases. La première, deuxième, c'est-à-dire le lancement. Au lancement, on a dit que les ventes sont faibles. Les coûts de production, les coûts sont fortement élevés parce qu'on n'a pas une économie d'échelle. On vend moins de quantité, donc ça fait que notre coût fixe est assez élevé pour le produit. Les dépenses aussi sont élevées. La concurrence est essentiellement faible à ce niveau. Parce qu'on n'a pas cette nouveau produit. Surtout quand on a fait une innovation, on va se trouver qu'il n'y a pas assez de concurrents. Mais c'est après les concurrents vont commencer à nous copier et vont mettre des nouveaux produits sur le marché. Après ça, on va atteindre la deuxième phase, qui est la phase de croissance. Donc cette phase de croissance, c'est là que les choses vont commencer, les ventes vont augmenter. Donc, on va avoir les ventes à ce niveau. Oui, bonjour. Donc, à ce niveau, on va avoir les ventes qui vont augmenter, les profits aussi vont augmenter forcément, la clientèle, la concurrence aussi va augmenter encore. Après, on va venir au niveau de la phase de maturité. À la maturité, là, vraiment, on est au summum de nos ventes. Là, le plus important à cette phase, c'est comment maintenir votre produit. On doit vraiment faire de telle sorte que notre produit puisse durer dans cette phase le plus longtemps possible. C'est ça l'idéal. On maintient nos standards, on maintient tout ce qui est maintenance et on assure que le produit vraiment perdure dans cette phase. C'est à ce moment que les profits sont au maximum et les ventes aussi également. La concurrence aussi est stable. On sait nos concurrents, on les connaît, on sait comment les juger et chacun se connaît sa place. Après, maintenant, si on ne fait pas d'innovation pour faire mettre un nouveau produit sur place, de substitution, on va voir que notre produit finalement va faire un déclin et finalement va disparaître. Donc, à ce niveau aussi, il faut qu'on puisse, si on a des recherches et développement, il faut, c'est au moins de la phase de maturité qu'il faut commencer à mettre en place le produit de substitution pour qu'on puisse lancer ça avant que le produit ne disparaisse, qu'on puisse avoir un nouveau produit sur le marché. On n'a pas que l'entreprise faire, ce qui est arrivé à Nokia, à BlackBerry, à Nokia par exemple, c'était le numéro 1 sur la téléphonie. Donc, il était bon, il était truc, mais ils ont raté le coche quand les smartphones sont venus, les écrans tactiles. Ils n'ont pas su s'adapter à ce moment, ils ont perdu. Kodak aussi, c'était la même chose. C'était le premier appareil photographique, c'était les pellicules. Mais quand le numérique est venu exploiter, bon, ça c'est des trucs.